Bonjour ou bonsoir, chers compatriotes. Euh, Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont appelés. Comme je l'avais dit dans nos précédentes vidéos, nous intervenons lorsque c'est nécessaire. Il y en a qui souhaiteraient nous voir faire régulièrement des vidéos. Nous allons, le moment venu, nous atteler à ça, tant que l'actualité, l'information sera nécessaire. Aujourd'hui, j'ai décidé également de faire cette vidéo pour répondre à certaines informations ou des analyses qui circulent sur les réseaux sociaux ou sur le média congolais. Nous allons en quelque sorte donner un peu notre point de vue sur l'actualité, sur les informations qui ont circulé. Nous allons dire quelque chose par rapport au sommet de Goma. Nous allons dire quelque chose par rapport à l'arrivée de Joseph Kabila au Sénat, donc à l'ouverture de la session de septembre, les 15 derniers. Et nous allons également faire un certain nombre de commentaires sur certains sujets, notamment de différents procès. Pour permettre aux Congolais de comprendre ce qui se passe par rapport aux procédures judiciaires, nous l'avons déjà exprimé dans d'autres vidéos, mais malheureusement, je crois que ce travail pédagogique, ce travail d'information doit continuer et il faudra que les autorités judiciaires de notre pays puissent communiquer pour des raisons pédagogiques, pour informer l'opinion publique comment les cours et tribunaux fonctionnent, comment le parquet fonctionne, pour éviter que chaque fois qu'il y a une décision judiciaire, qu'il y a une procédure judiciaire, que des journalistes qui en principe ont l'obligation de rechercher les faits, l'information, donc récolter les faits, les traiter, les diffuser, ne prennent toujours pas le soin d'aller vers les instances judiciaires pour savoir qu'est-ce qui se passe. Je sais que dans d'autres pays, les parquets ont souvent de porte-parole, de gens qui communiquent, parlent au nom et pour le compte du parquet. Généralement, ici chez nous, au Congo, les gens pensent que lorsque quelqu'un est arrêté, c'est fini, il est arrêté, jugé et condamné. Ce n'est pas ça le cas. Ou que quelqu'un qui a été arrêté, envoyé à Makala, pour l'opinion publique congolaise, pour la majorité des Congolais, et c'est ce que le média relaie, ça veut dire que cette personne-là est arrêtée et c'est fini. Donc, pour eux, la justice a fait son travail. Non, il faut préciser que lorsque le parquet invite une personne, le parquet peut entendre cette personne à charge tout comme à décharge. À charge, ça veut dire lorsqu'on interroge la personne sur le fait porté à la connaissance du parquet, le parquet peut estimer qu'effectivement, la personne est coupable de faits pour lesquels il a été invité à répondre devant elle. Et en ce moment-là, lorsqu'il y a ces indices sérieux de culpabilité, le parquet peut décider de continuer l'instruction, c'est-à-dire de continuer à chercher d'autres preuves, à interroger d'autres personnes, à faire d'autres instructions, notamment de descendre sur les lieux, inviter toute personne qui a une information utile qui peut l'aider à découvrir la vérité, ainsi de suite. C'est dans ces cadres d'instruction que le magistrat peut décider de placer une personne en détention. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour des raisons d'enquête, le magistrat estime que cette personne, si on la libère, si on laisse repartir chez lui à la maison, il y a risque de ne pas découvrir la vérité. Il y a risque que cette personne soit s'organise à se soustraire
à la justice, c'est-à-dire prendre la fuite, ou soit que cette personne sur qui pèsent des indices sérieux, culpabilité, puisse s'organiser à vouloir torpiller le travail du parquet, notamment en détruisant de preuves, notamment en entrant en contact avec d'autres personnes qui, au regard du dossier, ont une incidence dans l'instruction du magistrat, notamment les complices, les co-auteurs de cette infraction, notamment les témoins. Les gens peuvent s'organiser à monter une autre version, à contourner la vérité, à créer des pièces pour pouvoir se soustraire à la justice. Et dans ces conditions-là, le magistrat peut estimer qu'il y a risque que son enquête soit influencée négativement par la liberté que la personne interpellée ou appelée à venir répondre devant lui peut commettre, et placer cette personne-là en détention préventive. C'est-à-dire la personne privée de sa liberté, mise au cachot pour permettre au magistrat de poser d'autres actes sans qu'il y ait nécessairement l'influence de la personne interpellée. Alors, lorsque le magistrat estime qu'il n'a pas de doute ou il n'a pas peur que la liberté de l'individu soit de nature à compromettre son travail, il peut laisser la personne en liberté. Alors, quand on arrête quelqu'un est appelé à Makala, ou arrêté au parquet, ou envoyé à Makala, il y a eu la détention. Cela ne veut pas dire nécessairement que la personne est déjà jugée et condamnée. Non. Il peut y aller et le magistrat pose des actes et estime que ce n'est pas nécessaire que cette personne continue en détention. Lui-même décide de libérer la personne dans le délai prévu par la loi, qui est de 48 heures. Après ça, si le magistrat estime toujours qu'il a des actes à poser qui nécessitent que la personne soit encore gardée en détention, il va devoir présenter cette personne en chambre du conseil. Cette fois-là, c'est le juge au niveau du tribunal qui va décider s'il faut maintenir cette personne en détention ou pas. À ce moment-là, le magistrat apporte des éléments, défend sa position devant le juge, et la personne arrêtée à son tour se défend également contre cette décision pour montrer au tribunal sa bonne foi, qui n'a rien à cacher, qui n'a aucune influence à exercer sur les co-auteurs ou sur les témoins, ainsi de suite, et qu'il ne trouve pas que sa détention soit nécessaire. Il revient au seul juge, chambre de conseil, qui est le juge de la liberté, de la détention préventive, de décider s'il va prolonger cette détention ou pas. Alors, si le juge estime qu'il n'y a pas de raison pour que cette personne reste en détention, il va ordonner la libération. Et la personne est libérée, sans toute forme de procès. Ça s'est fait aussi au parquet ou ça s'est fait devant le juge. Le magistrat lui-même qui a les dossiers, qui avait arrêté une personne, après avoir l'interrogé le premier jour ou deuxième jour, il estime qu'il n'a pas intérêt à continuer à garder la personne, peut décider de libérer la personne. Il faut que ces choses soient connues du grand public, mais également de nos amis journalistes qui doivent s'informer, ou au besoin appeler un magistrat ou un avocat, un praticien du droit,
qui peut venir expliquer ce qui se passe, au lieu de spéculer, comme nous l'avons vu, et ça circule, je m'excuse, ça circule. On a arrêté le numéro 1 de Logofrem, il a été envoyé à Makala, et lorsque les gens pensent qu'il a été libéré, tout de suite, les gens crient « Voilà la justice, voilà la justice ». Mais c'est du n'importe quoi. On critique la justice. On critique la justice, on crie parce que on n'a pas d'informations. Mais ce qui est plus grave, c'est de voir des praticiens du droit, de voir des avocats qui sont tenus au devoir de réserve, spéculer, faire des commentaires, entretenir cette confusion dans les têtes des Congolais. Alors qu'eux, ils savent, en tant que praticiens du droit, ce qui se passe réellement. Ils doivent avoir leur tête sur les épaules. Lorsqu'il s'agit de la science, on doit arrêter de sacrifier la science pour des convictions politiques ou sur le fond de manipulation politicienne parce qu'on veut nécessairement entretenir une certaine opinion. Donc les gens doivent savoir que la détention et la liberté, c'est l'intime conviction du magistrat instructeur qui décide. Il peut décider d'arrêter quelqu'un, de placer quelqu'un en détention, mais il peut également, après avoir placé une telle personne en détention, décider de le libérer ou inviter une personne sans nécessairement le placer en détention. Ça existe, c'est des choses que nous avons vécues en tant que professionnels pendant toutes ces années. Ça n'a rien à voir avec la politique, ça n'a rien à voir avec le président de la République, parce que généralement, c'est là que les gens veulent dire, oui, oui, cela a été libéré, vous voyez, bon, ça n'a rien même à voir avec ni le FCC, ni avec Joseph Kabila, ni avec qui que ce soit. C'est de l'appréciation souveraine de magistrats ou de juges qui ont le dossier entre les mains. Donc, ça n'a rien à voir avec la politique. Il faudra que les journalistes, il faudra que tous ces politiciens qui aiguiment les différents médias, aussi bien sur le web TV, YouTube TV ou les médias locaux, d'arrêter de continuer à embroutir la plupart de nos compatriotes. Il y a des gens qui n'ont pas assez d'informations, qui n'ont pas assez d'outils pour pouvoir juger un certain nombre de faits, mais vous qui avez la possibilité d'avoir des informations vraies, qui avez la possibilité d'accéder à toutes ces informations-là, s'il vous plaît, arrêtez de continuer à manipuler la population, arrêtez de continuer à propager de fausses informations. Donc, lorsque vous voyez quelqu'un qui a été arrêté et qui a été libéré, sachez que ça n'a rien à voir avec la politique, c'est le parquet. Et c'est le magistrat qui a le dossier qui décide. C'est vrai que le magistrat, lorsqu'il instruit tout ça, avant de prendre telle ou telle autre décision, il se réfère toujours au chef du parquet, donc au procureur général, ou au numéro 1 du parquet pour lui faire le rapport de ce qui se passe dans son dossier et de l'orientation qu'il décide de prendre par rapport à ce dossier-là. Donc ça, c'est sur le plan administratif une simple information au chef pour que le chef soit au courant de ce qui se passe. C'est ça également être un responsable. Lorsque vous êtes un responsable dans une juridiction, vous devez savoir ce qui se passe, ce que vos collaborateurs font. C'est ça le travail. Mais ce n'est pas à lui de décider, c'est au magistrat qui décide et qui informe son chef de la décision prise par lui au regard de tel ou tel autre dossier. Donc, arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez, messieurs les journalistes, messieurs les animateurs des émissions, messieurs les politiciens, arrêtez de vouloir salir un travail formidable aujourd'hui que notre justice est en train de faire. Je ne dis pas que tout est parfait. Je suis moi-même professionnel. J'essaie, et je l'avais dit dans l'une de nos vidéos, il n'y a pas un seul avocat aujourd'hui qui peut dire que cette justice, dans le passé,
faisait ce travail formidable qu'il est en train de faire aujourd'hui. Comme je l'avais dit, nous avions connu des sérieux problèmes, Vous plaidez un dossier, vous avez plaidé, terminé, l'affaire est prise en délibéré pour un jugement intervenu dans les délais légaux qui est parfois de 8 jours. Mais vous attendez 3 ans pour avoir une décision judiciaire. Donc, aujourd'hui, vous avez 2 dossiers pour lesquels les gens plaident et dans les délais légaux ou dans des délais vraiment raisonnables, les gens ont des jugements, ils peuvent aller en appel, ils peuvent... Nous avions connu des cas où vous avez un jugement, vous avez gagné tout et clôturé, le jugement est devenu exécutoire, acquis la force de la chose jugée, et vous prenez 5 ans pour voir une telle décision être exécutée. Parce que chaque fois, vous avez des généraux qui appellent, vous avez des gens qui appellent, les huissiers sont là pour exécuter, un ministre appelle ou un tel appel pour dire, bon, arrêtez, les gens arrêtent. Donc, c'est autant des efforts et nous devons, au jour d'aujourd'hui, encourager ces efforts, encourager le travail qui doit être fait, que de continuer à vouloir salir, à vouloir détruire cette image de la justice et ce travail important qui est en train d'être fait. Donc, parce qu'on a dit qu'on avait arrêté Saïba, qu'il est allé à Makala, et puis 2 jours après, on l'a libéré, ça circule, on l'a libéré, les gens sont en train de crier, non, on l'a libéré, pourquoi? Mais les gens ne disent pas pourquoi il a été libéré, et il a été libéré dans de quelles conditions. C'est là où nous demandons au parquet de s'habituer à communiquer comme partout ailleurs. Le parquet communique sur des dossiers aussi sensibles comme cela. Il faudra que lorsqu'il y a une décision prise, que le parquet communique. La personne peut être arrêtée, a reconnu de fait, et qu'il a décidé de coopérer peut-être avec la justice. Il a été peut-être placé en détention préventive. Il a sollicité une liberté provisoire et que cette liberté lui a été accordée moyennant paiement de caution. On connaît ce qui se passe et que cela est fait. Je ne vois pas pourquoi le parquet devra garder une telle personne. Lorsqu'une personne reconnaît ce tort, il accepte toutes les questions qui ont été posées, il est d'accord, il dit qu'il va coopérer, il reconnaît ses fautes, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il se reconnaît coupable des faits qu'ils ont reprochés et que tout ce qui reste au parquet, c'est peut-être de continuer certaines instructions, réunir certains éléments pour pouvoir fixer l'affaire devant le tribunal avec les aveux donc, de la personne interpellé ou la personne invitée au parquet. On ne voit pas pourquoi le parquet garderait une telle personne. Sauf s'il a des doutes ou de craintes que cette personne peut se soustraire, peut fuir. Mais si, entre-temps, la personne qui a manifesté sa bonne foi décide de coopérer avec la justice, accepte qu'il soit placé en liberté ou en résidence surveillée chez lui à la maison, dans un périmètre bien sécurisé, ainsi de suite, on ne voit pas pourquoi on doit nécessairement le garder à Makala. C'est autant des éléments, je ne dis pas nécessairement que c'est ça, mais je suis en train de me mettre dans les situations réelles que, de par le passé, on a toujours rencontrées. Alors, dans ces conditions-là, on ne voit pas pourquoi on doit garder la personne à Makala. Donc, c'est au parquet de communiquer. Et aux journalistes, parce que vous êtes là pour informer, vous n'inventez pas des choses. Vous ne ramassez pas les choses sur les réseaux sociaux. Vous avez l'obligation professionnelle, la déontologie, de pouvoir informer. L'information, il faut aller la chercher à la source. Vous pouvez aller au parquet, le parquet n'est pas au ciel, pour interroger, pour savoir réellement ce qui s'est passé et venir le mettre à la disposition de
vos abonnés, vos auditeurs ou téléspectateurs. Deuxième sujet auquel je voulais faire le commentaire, c'est par rapport au sommet de Goma. Je crois qu'un média local ici aux États-Unis d'Amérique m'avait accordé l'interview sur cette question. Nous avions déjà répondu, mais je reviens. Dans le monde diplomatique ou dans les relations internationales ou les relations entre les États, nous savons tous que ce sont les intérêts qui comptent. Ce sont les intérêts des États qui comptent. Et chaque pays se bat pour ses intérêts, pour préserver ses intérêts. Quel est l'intérêt de la RDC aujourd'hui? L'intérêt de la RDC, c'est de recouvrer la paix. La paix dans notre pays, surtout la paix dans nos régions de l'Est, qui, durant plus de 30 ans, nos populations continuent à souffrir, continuent à vivre des atrocités de la guerre par procuration, la guerre qui vient de pays frontaliers, nos voisins, qui continuent à soutenir ou à alimenter les querelles internes. Parce qu'il faut le dire que ce qui se passe à l'est de la République, il faudra nécessairement un travail de fond. Un travail de fond qui doit prendre en considération aussi des aspects géopolitiques locaux, mais qui est également de réalité politique interne. Notamment parce que lorsque vous arrivez, il y a parfois des conflits, comme je l'avais dit dans une des vidéos, juste des conflits locaux, de cohabitation, des conflits de partage de l'espace arabe, ainsi de suite, mais qui, pour des raisons politiques, certains politiciens à Kinshasa alimentent, entretiennent, parce que c'est leur règlement politique, c'est leur façon pour eux d'exister politiquement. Et c'est dans cette optique que le chef de l'État, le président de la République, ne cesse de prendre des initiatives qui permettent à la région de retrouver la paix, de renouer avec les efforts pour le développement, pour la paix dans la région des Grands Lacs. Et vous devez savoir que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans notre pays est venu du fait qu'il y a eu déstabilisation, qu'il y a eu la guerre. On ne va pas oublier que le Congo avait reçu plusieurs années les réfugiés angolais qui vivaient chez nous. Vous aviez en Angola la guerre d'Unita et Impela pendant plusieurs années. Parce qu'il y avait la guerre en Angola, il y avait autant de flux de réfugiés sur notre sol. Il y a également beaucoup de choses qui ont été faites dans ce sens-là. Mais lorsque l'Angola a retrouvé la paix, vous verrez que nous, d'une manière générale, nos frontières avec l'Angola, il y a quand même une certaine quiétude, il y a une certaine paix qui existe. Le Rwanda a connu une crise que nous connaissons tous en 1994 ou 1994 avec l'afflux de réfugiés et la chose a été très mal gérée aussi bien par les gouvernements de l'époque mais également par la communauté internationale qui avait laissé un afflux important de réfugiés rwandais qui se sont déversés sur notre sol où le militaire ou des hommes en armes n'ont pas été identifiés comme tels, n'ont pas été séparés des populations civiles. On a presque tout déplacé. C'est tout un gouvernement du Rwanda de l'époque qui avait quitté le Rwanda pour entrer sur le sol congolais avec femmes, enfants, armes et bagages. Et nous sommes en train de vivre jusqu'au jour d'aujourd'hui cette erreur de gestion d'une crise internationale, aussi bien par la communauté internationale que par le gouvernement zaïrois de l'époque. Et qu'aujourd'hui,
l'idéal n'est pas de continuer à entretenir ce climat de belligérance. Aujourd'hui, nous avons besoin de retrouver tout d'abord la paix dans notre pays. Je dis des choses que je connais pour ceux qui savent. Les jeunes Congolais parlent aujourd'hui du dossier la RDC contre l'Ouganda au niveau de la Cour internationale de justice. C'est notre cabinet qui avait suivi le dossier. Nous avons eu la chance de gérer ce dossier et d'obtenir les résultats que nous avons obtenus. Nous connaissons quelque chose. Alors, aujourd'hui, on ne peut pas refuser que de telles initiatives soient entreprises au niveau du gouvernement congolais pour pouvoir mettre autour d'une table les chefs d'État de la région pour discuter des questions de développement, discuter des questions de la paix. Alors le problème, les gens disent, mais qu'est-ce qui se passe? C'est de l'irresponsabilité, c'est comme ça. Pourquoi on peut annoncer un sommet et puis après, ces reporters seront envoyés, c'est ridicule. Les gens font autant de bruit sur ça. Je crois que c'est seulement de la mauvaise foi, comme je l'avais dit. C'est de la mauvaise foi. Tout n'est pas que communication politique. Il s'agit du Congo, il s'agit de notre pays, il s'agit des efforts pour la paix. Ceux qui parlent, ce qui m'étonne moi, ce sont des intellectuels, ce sont des professeurs d'université, ce sont des gens qui ont des informations, qui savent ce qui se passe sur le plan international. Les sommets, ce n'est pas le tout premier sommet à être annulé ou reporté. Ce n'est pas parce qu'un sommet a été reporté que ça devient la fin du monde, ou ça devient de l'irresponsabilité, ou ça devient de manque d'organisation. Non. Je ne veux pas citer des exemples. Vous avez des exemples, ils sont nombreux sur le plan international. Je peux prendre seulement des sommets annoncés entre le président Trump et le président du Corée du Nord. On en a fait de bruit, les délégations s'étaient déplacées, les médias en ont parlé, plusieurs médias se sont déplacés pour aller sur les lieux, tout ça. Et en dernière minute, il n'y a pas eu ce sommet. Mais on ne va pas injurier les États-Unis d'Amérique, dire que c'est des gens qui ne comprennent absolument rien, ce sont des irresponsables, c'est un gouvernement qui non. Vous avez des exemples comme ça à travers le monde. Il y en a plusieurs, je ne peux pas l'étaler. Ce qu'il faut savoir seulement, c'est que dans les relations internationales, les relations entre les États, on peut se mettre autour d'une table par des délégations de différents pays, arriver à un compromis, décider que tel jour, les hauts responsables de pays concernés vont se retrouver. Mais il peut savoir que dans les agendas du président, même nous, en tant qu'humains, vous avez programmé quelque chose, vous allez le faire tel jour, et le jour même, vous avez un incident qui fait que vous ne savez plus vous déplacer, vous ne savez plus arriver sur les lieux pour faire ce que vous devez faire, ce que vous avez programmé. Il y a combien de gens qui ont déjà raté leur vol ou renvoyé un voyage parce que entre-temps, il y a eu quelque chose qui a fait que c'était impossible de voyager les jours fixés. Donc, soyons quand même responsables, soyons quand même des humains et surtout responsables et cohérents lorsqu'on prend la parole. Je sais que, bon, oui, c'est une façon pour les politiciens qui n'ont rien à faire, qui n'ont rien comme argument aujourd'hui. Ils s'accrochent à tout ce qui bouge, ils sont sur tout. On veut tout politiser, on veut tout rendre ça politique, on construit des arguments sur ça, bon voilà. Mais le sommet aura lieu nécessairement si telle est la volonté des États, telle est la volonté de la RDC, de continuer à exercer son leadership sur la région. Vous devez savoir que c'est le rôle aujourd'hui de la RDC. Nous voulons prendre notre place dans cette Afrique. Nous sommes une grande puissance et ça doit
continuer, nous devons travailler pour devenir cette grande puissance. Autrefois, aujourd'hui, nous avons des difficultés énormes, mais malheureusement, il y a beaucoup qui ne comprennent pas, qui ont sombré avec le régime passé dans cette dimension très négative de l'image du pays, de ce que le Congo peut être, ainsi de suite. Alors, maintenant, il faut qu'on prenne conscience, on doit mentalement être tout d'abord grand, avant de le présenter, avant de se projeter. Et c'est le travail qui doit être un travail de tout Congolais, de tout un chacun de nous. Ça ne sert à rien en tant qu'un Congolais venir sur les réseaux sociaux peindre le pays comme étant un petit pays, comme étant un pays qui ne valent absolument rien. Non, nous sommes un grand pays. On doit savoir nécessairement que par fierté nationale, pouvoir croire à ce grand pays, croire à l'avenir du pays et travailler pour qu'on y arrive. Ça ne sert à rien pour un petit rien. On emballe, on gonfle, on fait du bruit, on veut communiquer autour de ça. Ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas important. Donc vous devez savoir que les sommets, là je m'adresse à tous ceux qui vont suivre cette vidéo, ce n'est pas la première fois, ni par rapport à notre propre pays, ce n'est pas la première fois qu'il y a eu des sommets annoncés et avortés par le passé, même à l'époque de Mobutu, il y en a plusieurs. Kabila Père n'en parle pas, Joseph Kabila n'en parle même pas. Il y en a eu des sommets annoncés qui n'ont jamais eu lieu. C'est des choses qui arrivent. Et ça n'a rien seulement à voir avec la RDC et c'est partout dans le monde. Même les pays de vieille démocratie ont continué et ont connu ce genre de problèmes où il y a des sommets annoncés et qui ne s'éteignent pas. Tout ce que nous pouvons seulement dire, c'est de demander au ministère des Affaires étrangères qui porte cette lourde responsabilité dans la diplomatie de notre pays, de pouvoir communiquer. De pouvoir communiquer. Je sais qu'ils ont, le ministère a un porte-parole, comme partout au monde, le ministère des Affaires étrangères ont de porte-parole qui communiquent lorsqu'il s'agit des questions internationales qui touchent au pays. Troisième sujet dont je voulais aborder, c'est Joseph Kabila. La rentrée parlementaire du 15 septembre dernier, le président de la République, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, était au deuil avec son homologue de Congo-Brazzaville, ainsi de suite. Comme vous savez, généralement, lorsqu'il y a de rentrée parlementaire, c'est un événement. Que les députés, les sénateurs, tous ceux qui étaient en vacances rentrent, c'est comme la rentrée scolaire. C'est la joie, c'est en quelque sorte une fête. Et c'est le début, les idées sont fixées. Donc le président ou les deux chambres ou le Parlement annonce des couleurs, fixe l'orientation par rapport à la session qui vient de s'ouvrir. Et c'est dans ces conditions-là que l'ancien président de la République, comme vous savez, il y a eu une loi qui a été votée dans notre pays qui fait qu'un président de la République qui a été élu aux élections et qui a exercé son mandat et qui l'a quitté par devoir démocratique, donc il faut déjà accéder par devoir démocratique et partir au pouvoir de manière également démocratique en organisant les élections. C'est dans ces conditions-là que l'ancien président de la République peut continuer à servir son pays en tant que sénateur. Et on a voulu que ce titre de sénateur lui est reconnu toute la vie. Et Kabila Joseph, qui est aujourd'hui sénateur, a décidé, comme tous les autres sénateurs, de venir à l'ouverture de la session de septembre. Sa présence dans ces assises a attiré l'attention de plusieurs personnes
Et plusieurs commentaires ont fusé dans tous les sens. Je crois que ceux qui nous ont suivis ou ceux qui sont avec nous sur Facebook, ils savent que nous avions déjà exprimé notre position, fait une petite analyse par rapport à cette présence. Et ici, je vais seulement rappeler, parce que ça a été commenté, dit par certaines personnes. Et c'est sur base de c'est ça que je voulais un peu intervenir. Lorsque vous prenez la constitution de notre pays, vous prenez la loi sur le statut de l'ancien président de la République, ce qui lui est reconnu, c'est le droit de devenir sénateur. Il ne passe pas par les élections, c'est un droit, c'est-à-dire qui lui est reconnu. Mais en dehors de ce droit qui lui est reconnu d'être sénateur, le sénateur, l'ancien président de la République, exerce ses fonctions de sénateur dans les conditions prévues par la loi. Les mêmes conditions prévues pour tous sénateurs. C'est-à-dire, il doit siéger. Il est payé pour ça, même si il a des avantages. Cette loi, non seulement lui donne cette qualité de devenir sénateur, prévoit un certain nombre des avantages qui lui sont reconnus, mais lorsqu'il s'agit de l'exercice de ce mandat de sénateur, c'est la loi, c'est le règlement d'ordre intérieur du Sénat qui est d'application. Parce que j'ai entendu, il faut qu'on se le dise, j'ai entendu des gens, et j'attends toujours, moi-même j'ai essayé de lire, mais je ne vois pas ça transparaître dans les différents textes. Les gens ont estimé, lorsque nous avons dit, nous, personnellement, c'est mon point de vue, lorsque vous prenez la Constitution, la loi sur le statut de l'ancien président de la République, vous prenez le règlement d'ordre intérieur, l'ancien président de la République qui est sénateur, il n'y a pas de disposition particulière qui les soustrait de tout ce qui est règlement d'ordre intérieur, de tout ce qui est discipline parlementaire, etc., etc. Conséquence. Est-ce que l'ancien président, devenu sénateur, c'est la question qu'on doit se poser, peut-il perdre ce droit d'être sénateur à vie? Je crois que c'est là que j'invite tous les juristes de réfléchir à cette question. Parce que lorsque vous prenez les règlements d'ordre intérieur, ce règlement d'ordre intérieur impose certaines conditions aux sénateurs. De sorte que si un sénateur ne respecte pas ces conditions ou n'exerce pas ses activités conformément au règlement, vous avez des actions disciplinaires qui peuvent être ouvertes contre les sénateurs. Et lorsque vous prenez le règlement d'ordre intérieur, ce règlement d'ordre intérieur ne fait aucune distinction entre les sénateurs. Tous les sénateurs sont soumis à ce même règlement d'ordre intérieur. Alors, première constatation, pourquoi Kabila est allé dans cette
cérémonie officielle de la rentrée parlementaire, il y a peut-être 3 raisons. Première raison, c'est la communication politique. Depuis que Kabila s'est retiré des affaires de l'État, il s'est donné un autre rôle, celui de l'autorité morale. Il a toujours été reconnu par ses amis du FCC, du PPRD et compagnie. Et dans ce rôle de l'autorité morale, pour ses fidèles qui n'ont pas d'autre solution, qui ne voient qu'en lui le seul et l'unique chef, c'est lui qui est capable de continuer à leur donner leurs espoirs, ils continuent à spéculer, notamment à son retour à la tête du pays. C'est bizarre, c'est même regrettable de voir des professeurs d'université, de juristes, revenir sur de telles questions, alors qu'ils savent très bien que lorsqu'on accepte ces statuts d'ancien président, ce statut fait que l'ancien président de la République ne peut exercer aucun autre mandat électif. C'est pourquoi son statut de sénateur découle de la volonté du législateur qui fait de lui sénateur. Ce n'est pas un sénateur élu. C'est un titre qui lui est conféré des droits. En quelque sorte, c'est un titre honorifique. Et en portant ce titre, il ne peut pas se porter candidat à n'importe quelle autre élection. Même au sein du Sénat, Kabila ne peut pas postuler pour être élu, je ne sais pas moi, président du Sénat, parce qu'il y a des gens qui ont dit des choses, oui, voilà, quelque chose se prépare, il a finalement décidé de rentrer au Sénat, d'ici là, Ntambo Mamba va tomber, et c'est lui qu'ils vont porter à la tête du Sénat, et puis le chef de l'État sera mis en accusation, ou on va créer quelque chose pour que le président tombe, comme ça, lui, Joseph Kabila, devient président de la République. J'ai dit que c'est de la folie, c'est ridicule. S'il vous plaît, soyons rigoureux en tant qu'intellectuels, faisons des choses correctement. Ceux qui racontent des choses comme ça, je crois qu'ils sont à la limite de la folie. Donc c'est impossible, parce que avant de dire des choses comme ça, il faut lire la loi, il faut lire l'architecture juridique actuelle, législative dans notre pays, pour pouvoir émettre un point de vue. On ne met pas un point de vue juste en l'air parce qu'on veut parler, parce qu'on veut nourrir une certaine opinion. Et ça a été dit, et tous les petits communicateurs du FCC, tous ces gens-là qui ne comprennent absolument rien, qui ne sont en train de vivre que pour Kabila, pour Joseph Kabila. Et ils sont là pour Kabila. Donc, c'est-à-dire, c'est lui le peur. Il a le droit de dire que c'est moi le créateur et les autres, ce sont des créatures. Donc, ces individus ont communiqué dans ce sens-là. Je suis en train de rassurer ceux qui nous suivent régulièrement pour dire que c'est faux et archi faux. Kabila Joseph, qui vient par cet acte de prouver qu'il est sénateur, et il a porté les chartes des sénateurs, il ne peut pas être candidat à aucune des élections dans notre pays. Donc, cet acte est symbolique pour la communication politique. C'est la rentrée également pour Joseph Kabila. Cette rentrée s'exprime, à mon sens, par une réponse qu'il accorde à
toutes ces spéculations autour de son avenir politique. Est-ce le fruit volontaire de Joseph Kabila? Je ne pense pas. Je crois qu'il y a eu autant pour lui que pour son groupe. Si Kabila a quitté les affaires, ce n'est pas par gaieté de cœur, parce que sinon il aurait dû organiser les élections dans le délai constitutionnel. Il a glissé 2 ans durant. C'est par dépression que Joseph Kabila a organisé les élections. C'est par dépression qu'il n'a pas été candidat aux élections passées. Également, c'est par pression qu'il veut montrer à tous ceux qui continuent à exercer des pressions contre lui par rapport à ce que ses amis politiques ou sa famille politique est en train de faire, en train de comporter, de dire non, écoutez, moi, mon sort, comme il l'avait dit, est déjà scellé par la Constitution. Je suis sénateur et pour vous le prouver, je suis là. Ça, c'est la première interprétation qu'il faut prendre de cet acte. C'est cette communication politique. Adressée aussi bien à la communauté internationale, qui continue à faire de pression, qui continue à, dans certaines opinions, prendre en considération ce que certains politiciens malheureux ou confusionnistes continuent à entretenir. Non, c'est Joseph Kabila, c'est lui qui dirige, c'est lui. Écoute, ce n'est pas ça. Tout ce qu'on vous dit, c'est faux. Je suis sénateur, ma place, c'est au Sénat. Et il est parti. Deuxième interprétation qu'il faut peut-être voir dans cet acte, c'est les enjeux. Quels sont les enjeux pour la famille de Joseph Kabila aujourd'hui? Ceci est en rapport probablement avec les actions qui sont en cours tant au niveau de la justice qu'au niveau de différentes structures de l'État qui se mobilisent pour mettre de l'ordre dans les affaires. Et vous savez dans quelles conditions le pays a été géré par Joseph Kabila, qu'au jour d'aujourd'hui, la plupart, l'essentiel des dossiers judiciaires en rapport avec des questions de détournement, de corruption et tout ça, touchent directement le proche ou les anciens collaborateurs de Joseph Kabila. Ça rappelle l'incident que vous avez suivi tous, que nous avions suivi tous, c'est l'incident avec le ministre de la Justice, les lois Minaku, Sakata, tout ce qui a eu la destitution de Jean-Marc Kabound. Toutes ces questions ont donné l'impression qu'il y a dans le fait une séparation ou mésentente entre les deux alliés. La coalition, s'il faut le dire, la coalition, c'est au niveau du Parlement. Et que, à ce niveau, il y a ces incidents. Le plus grave, c'est la destitution de Kabound, mais c'est également le départ du ministre de la Justice, Tunda, suite aux lois Minaku et Sakata. Ça fait désordre. Et pour tous ceux qui sont attentifs, qui ont suivi le discours de Kabila au départ du pouvoir, s'il y a une coalition, c'est également une volonté politique qui a été exprimée clairement par Joseph Kabila. Et que, pour des raisons politiques, de positionnement politique,
de consommation politique, ses propres alliés, ses propres membres de sa propre famille semblent saboter aujourd'hui, avec les conséquences que nous connaissons, notamment le départ de Tunda dans les conditions que nous connaissons, mais également la destitution de Jean-Marc Kabound. Kabila s'est dit probablement, est-ce qu'il est bien informé par ce qui se passe au niveau des assemblées? Est-ce que ce que lui transmet comme consigne sont-ils réellement bien suivis? Parce que ceci a des conséquences. Lorsque ces comportements, ces attitudes, un comportement belliqueux, ces comportements de conflit permanent entre qui aimait les alliés dans une coalition, les conséquences peuvent être néfastes. Parce que les gens ne le savent pas. C'est bien de dire des choses. Lorsqu'une crise éclate, on n'est pas dit pour savoir ce qui va arriver. Personne ne peut dire aujourd'hui que si une crise réelle, profonde, éclate dans notre pays, ça sera à l'avantage de telle ou telle autre personne. Donc, il a compris qu'il faut venir sur place, non seulement pour permettre à booster sa famille politique, qui est presque divisée. Ils se font une guerre terrible. Cette guerre a occasionné déjà un certain nombre de départs au sein du FCC. Des gens qui publiquement étaient du FCC ont décidé de claquer la porte, de se retirer du FCC, de partir. Ça, c'est bon. Donc, il faut venir pour être ce ciment qui va fédérer les énergies, parce que ce n'est pas comme à l'IDPS ou ailleurs, mais au FCC, Joseph Kabila, il est le Dieu Tout-Puissant. C'est ce qu'il dit, personne ne discute, personne ne décide. Et en étant de loin, il y a certaines petites histoires, certaines combines qui se sont faites et que parfois, il a été surpris par l'ampleur. Est-ce que c'était lui qui a téléguidé les choses? Est-ce que ça a été fait correctement comme il le souhaitait? Voici pourquoi Kabila revient. Il vient pour transmettre un message à ceux de sa famille qui estimaient peut-être, qui pensaient que ça n'était fini avec lui, il ne reviendra peut-être pas, ceux qui seraient tentés de prendre telle autre direction, de leur montrer, non, écoutez, je ne suis pas mort, je suis encore là, je suis en vie, je suis présent. Et c'est de bon cœur que certains de sa famille politique aient tweeté ou parlé de son retour ou de sa rentrée politique. Ça a un message pour sa propre famille politique, mais également un message pour toute la classe politique qui doivent savoir que Kabila est toujours là. Il est non seulement l'autorité morale du genre du FCC, mais il est également sénateur, il peut peser lorsqu'il y a des questions importantes. C'est question de souder, de remettre de l'ordre dans sa famille, parce qu'on connaît comment les choses sont passées. Vous avez vu avec loi Minaku et Sakata, ce que ça a pris. Vous avez vu avec l'affaire Malonda. Donc, il y a cette présence qui... Non. Troisième interprétation, pour ma part, c'est la peur. La peur à deux niveaux.
Premier niveau, c'est en quelque sorte avec ce que je viens de dire, c'est-à-dire la peur de voir sa famille politique s'entredéchirer, s'édiluer, parce que ce que les gens doivent savoir au jour d'aujourd'hui, au sein du FCC, plusieurs partis politiques n'apprécient pas l'attitude du PPRD. Le PPRD, c'est un parti, comme tous les autres partis politiques, qui constituent le FCC. Et au sein du FCC, vous avez ce qu'ils appellent la conférence de présidents. Ce qui suppose que la plupart des directives ou des décisions importantes au sein du FCC doivent être prises par cette conférence de présidents qui se concerte avec leur autorité morale, qui est Joseph Kabila, et les décisions sont prises pour l'intérêt de la famille ou l'intérêt du groupe. Mais en réalité, dans le fonctionnement, c'est le PPRD. C'est le PPRD qui décide. Donc, le FCC est qu'à le PPRD. Moulania, ses amis Chadari peuvent se retrouver dans leur petit bureau là-bas, décider et rendre ça public. Ils ne vont pas dire que c'est le PPRD, mais quand ils le rendent public, ils parlent du FCC. Et plusieurs présidents de partis politiques membres du FCC sont toujours surpris par des décisions, pris de court par des décisions, des orientations prises par le PPRD. Parce que comme vous savez, Chadari, Moulania, Bochab, tous ces mondes-là, ce sont les membres du PPRD. Mais vous n'avez pas que le PPRD au FCC. Même si le PPRD, pour des raisons de cloisonnement politique, a dit créer ce qu'ils appellent des partis mallettes ou des partis moutons, mais vous avez des partis qui ne sont pas de la création du PPRD. Vous avez le cas, par exemple, de AFDC de Bahati Lukwebo, vous avez plusieurs autres partis politiques qui ne sont pas une création de Minakou à l'époque, président de l'Assemblée nationale, tout ça dans leur stratégie avec la révision de la loi électorale qui a institué le seuil électoral, patati patata. Ils étaient dans l'obligation de pouvoir éclater, créer des partis satellites pour pouvoir compétir et réduire le champ de voix par rapport à d'autres partis politiques. Et ça pose problème au sein du FCC. De sorte qu'il y a déjà plusieurs départs, il y a de mésententes. C'est cette paire qu'Abel dit, écoute, je dois venir moi-même, je dois être présent pour ressouder sa famille politique. L'autre niveau de la peur, c'est, comme je venais de le dire, par rapport aux lois de la République. Et j'estime pour ma part que même si on sait que plusieurs lois dans notre pays ne sont pas exécutées, deviennent presque désuétudes dans la mesure où les gens n'ont pas le courage d'appliquer ces dispositions légales, je venais de le dire qu'au regard de la Constitution et même du statut, de la loi sur le statut de l'ancien président de la République, il n'y a aucune disposition légale qui soustrait les sénateurs à vie aux conditions d'exercice de son mandat par rapport au règlement d'ordre intérieur du Sénat, qui fait que le sénateur qui ne siège pas un certain nombre de temps pendant une session, une action peut être ouverte et ce dernier peut perdre son mandat.
le débat est de savoir est-ce que un président où le statut de sénateur lui a été reconnu, qui ne siégerait pas pendant un certain temps, est-ce qu'une action disciplinaire peut être ouverte contre cette personne? Moi, je dis oui, parce que vous pouvez porter, il faut faire la différence entre la fonction et la qualité. Exercer son mandat de sénateur est organisé par la loi et par le règlement d'ordre intérieur. La qualité, comment on devient sénateur, c'est également organisé par la loi et par le règlement d'ordre intérieur. Les immunités accordées à un sénateur, ce n'est pas par rapport au titre, à la qualité de sénateur, mais c'est par rapport aux fonctions de sénateur. C'est pour protéger l'exercice de cette fonction, de sorte que les immunités ont pour objectif de protéger le fonction, de protéger la personne qui exerce cette fonction. Les immunités n'ont rien à voir. Un sénateur qui se retrouverait dans son quartier, il va voler par exemple, ne pourra pas invoquer les immunités, dire non, écoutez, moi, mes immunités, tout ça, on ne peut pas m'arrêter pour ça. En cas de fréquence, cette personne peut être arrêtée. Mais les immunités viennent protéger les fonctions. Si il est pendant, c'est ce que la loi dit, si c'est pendant la session, pour ne pas l'empêcher d'exercer, il peut être à tout moment arrêté, tout ça, cela peut empêcher sa contribution au travail du Sénat. On lui donne ces immunités-là. C'est-à-dire que pour qu'on l'arrête, il faudrait que son Parlement autorise. Le Parlement peut dire non, écoutez, nous sommes en pleine session, vous ne pouvez pas l'arrêter parce que nous avons besoin de lui pour qu'il contribue au travail que nous sommes en train de faire. Attendez, après la session, vous pouvez l'arrêter. Donc, les immunités protègent la fonction. Vous devez exercer un travail. C'est à cause de ce travail que vous faites qu'on vous donne des immunités. Mais lorsque vous ne faites pas ce travail-là, vous ne faites pas ce travail-là pour lequel les immunités vous ont été accordées. Mais il suffit de prouver que les immunités qui vous ont été accordées le sont pour le travail que vous faites. Et alors que vous ne le faites pas, donc vous n'avez plus le droit d'invoquer ces immunités. Il faut rentrer dans l'étude des immunités pour comprendre la peur que doit être la peur de Joseph Kabila. Vous ne pouvez pas dire que les immunités, parce que vous êtes sénateur, vous avez vos immunités, on ne peut rien faire contre vous. Non. Il faudra justifier le pourquoi de ces immunités-là. Donc les immunités sont accordées aux fonctions. Ça n'a rien à voir avec la manière par laquelle la personne
portent la qualité de sénateur. C'est le cas ici de le dire, il y en a qui ont porté cette qualité de sénateur par les élections. Et Kabila a porté cette qualité de sénateur par le fait de la loi. C'est ainsi que ceux qui ont rédigé le règlement d'ordre intérieur et n'ont pas fait la distinction entre les sénateurs élus et les sénateurs devenus par le fait de la loi. On parle, je crois que c'est encore en cours de cooptation de chefs coutumiers ou de gens pouvaient être cooptés comme sénateurs au salon de province. Et vous avez ici le sénateur, l'ancien président de la République, qui devient par le fait qu'il a été ancien président de la République, sénateur. Ça, c'est par rapport à la qualité. Vous devenez sénateur. Vous l'êtes déjà, soit par les élections, soit par le fait de la loi. Maintenant, les fonctions que vous exercez, c'est ça, vos attributions en tant que sénateur. Et les immunités qu'on vous accorde, c'est par rapport à cette activité-là, par rapport à ces fonctions-là que vous exercez. Donc, je crois qu'ici, je venais de répondre à ceux qui ont voulu faire croire que Kabila ne pouvait plus perdre ses immunités du fait qu'il ne se présente plus au Sénat ou qu'il n'exerce plus habituellement ses fonctions de sénateur, qu'il peut rester chez lui éternellement jusqu'à sa mort, sénateur, ne rien faire et continuer à bénéficier des immunités et de la protection de la loi par rapport à ça. Et si tel était le cas, je crois qu'au niveau du règlement d'ordre intérieur ou de la loi qui organise ces fonctions, aurait précisé que le sénateur à vie détient ses immunités de par la qualité et non pas du fait des fonctions du sénateur. Donc, le débat est ouvert. Nous continuerons à échanger et je suis toujours ouvert aux discussions avec tous ceux qui estiment avoir un autre point de vue différent que celui que je viens d'exprimer. Mais il faut seulement savoir une chose. Lorsque nous aimons notre pays, nous aimons le Congo, nous devons travailler pour que ce Congo aille de l'avant, pour que ce Congo puisse réussir. C'est l'objectif qui doit être celui de tout un chacun de nous, de tout Congolais, d'où qu'il vienne. Je ne dis pas que nécessairement il faudrait qu'on y arrive à ce genre de situation. Lorsque nous parlons, c'est pour attirer l'attention des uns et des autres, donner de l'information, la vraie information, aider les gens à comprendre un certain nombre de choses. Et comme je le dis toujours, j'invite ceux qui ont la connaissance, j'invite des amis, ceux qui ont la possibilité de parler, de pouvoir parler, de par leur expérience, de par ce qu'ils ont comme connaissance dans tel ou tel autre domaine, de le partager, de le mettre à la disposition du public. Parce que notre peuple, notre pays a besoin de l'intelligence. Notre peuple a besoin de l'information, la vraie information. Comme je viens de dire, et je l'ai toujours dit, celui qui a l'information a le pouvoir. Et lorsqu'on a une très mauvaise information, on peut prendre des décisions qui peuvent vous conduire à la mort, qui peuvent vous conduire à des situations très difficiles et très compliquées. Merci à vous tous qui nous suivez. Merci à tous les amis avec qui nous partageons ces moments. S'il vous plaît, si vous nous suivez régulièrement, abonnez-vous, partagez nos vidéos, informez des amis,
Nous n'avons pas ici vocation de dire que nous connaissons tout. Nous échangeons, nous parlons. Si vous estimez que vous avez une autre opinion différente de la mienne, vous pouvez le faire tout en respectant le point de vue des uns et des autres. Comme on dit, c'est du choc des idées que jaillit la lumière. Aidons nos populations, aidons le peuple congolais à comprendre un certain nombre de choses. Communiquons des choses vraies pour l'intérêt de notre pays. Merci à tout un chacun de vous. J'attends vos réactions, les appels, comme toujours, discussions, inbox. Bon week-end chez vous et que le Dieu du ciel protège tout un chacun de vous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.